Banyoso tosali Oya kobongisa Kongo Avenir ebongi mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani misolelo tomoni bozo banyoso tosali Oya kobongisa Kongo Avenir ebongi. Honorables invités, mesdames et messieurs, c'est pour moi un véritable honneur d'avoir ces privilèges de prononcer la locution d'ouverture sur le thème de notre événement de séjour, à savoir l'attitude de la femme congolaise face à une société ralentie par l'avènement de la crise sanitaire de la COVID-19. Au moment où nous rendons hommage aux femmes durant ces mois dédiés à la lutte pour le droit de femmes et au rôle qu'elles jouent dans notre pays et dans le monde. Ma brève allocution de cet après-midi ne vise pas à parler au nom de femmes, mais plutôt à relayer la vision du mouvement Bonsomi autour de la nécessité d'apporter à travers cette conférence sa contribution à la réflexion pour l'avènement d'une génération plus visible et plus ambitieuse de femmes qui inspirent la société congolaise. Mais avant tout, il est important de saluer cette attitude positive dans notre pays qui s'est traduite par une volonté manifeste de parler sans tabou, de sensibiliser autour des droits des femmes et d'organiser des rencontres consacrées aux femmes, en dépit du fait que ces dernières demeurent dans leur grande majorité pauvres, démunies et marginalisées. Mais cela ne les empêche pas, outre mesure, de persévérer contre vents et marées dans leurs efforts pour changer leurs conditions de vie et susciter de l'espoir. À l'évidence, de nombreux obstacles subsistent encore. En effet, bon nombre de femmes continuent de subir des pratiques déshumanisantes et de vivre encore dans des environnements où malheureusement elles ne jouissent pas pleinement de leurs droits. Au pire, dans des situations de conflit, elles demeurent vulnérables car victimes de violences et des affres de la guerre. Excellences, honorables invités, mesdames et messieurs, comme vous le savez tous, le monde fait face actuellement à une crise sanitaire causée par la pandémie à COVID-19. C'est pourquoi les Nations Unies ont placé la journée de la femme sous le thème du leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la COVID-19. Ce thème veut célébrer le caractère central de la contribution féminine et les incroyables efforts déployés par les femmes et les filles du monde entier pour façonner un avenir et une relance plus égalitaire après la pandémie. Pour notre pays, ici de faire observer que le thème de la conférence sur la femme congolaise, organisée ces jours par Bonsomi, cadre parfaitement avec ces défis mondiaux et verra la participation de femmes leaders et vont dans différentes sphères de la vie nationale. En termes clairs, il se tiendra de panels autour des sous-thèmes ci-après. Leadership et entrepreneuriat de la femme face à la période post-Covid. L'implication de la femme dans la gestion de la République. La femme et la pandémie à Covid-19. Au regard du thème central ainsi que ceux de panel, nous attendons explorer des pistes devant apporter une véritable émulation au sein de notre société afin d'aboutir à des résultats portés notamment sur la participation pleine et effective de femmes à la prise des décisions dans la sphère publique, l'élimination de violences, la réalisation de l'égalité des sexes, ainsi que l'autonomisation des femmes et de jeunes filles qui, d'ailleurs, constituent l'un des chevaux de bataille de la distinguée première dame Denise Nyakeru Tshisekedi. Ainsi, au regard de ce qui précède, le mouvement Bonsomi saisit cette opportunité pour renouveler sa disponibilité à accompagner la vision du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans son volet promotion de la femme, car ceci revêt un impact social de grande envergure
et place la femme congolaise comme actrice du développement dans notre pays. À cet égard, il est utile d'affirmer qu'on peut juger un pays et sa réussite potentielle en fonction de la manière dont il traite les femmes et les filles. Excellences, honorables invités, mesdames et messieurs, pour clore mon allocution, j'aimerais remercier vous tous qui avez accepté de vous joindre à nous en vue de cogiter sur des questions essentielles touchant non seulement aux femmes, mais surtout à la dignité et aux droits de la personne humaine. J'espère vivement que nos réflexions cet après-midi et notre célébration de la femme en tant que source d'inspiration porteront leurs fruits et contribueront à renforcer nos engagements, à promouvoir les intérêts de votre présence. Et merci à Bartholomew pour cet événement qui nous permet de célébrer et de souligner ces mois dédiés aux droits de la femme. Je me présente, je suis Madame Lisette Kabanga Zoroko. Dans la vie active, je porte plusieurs casquettes. Mais devant vous, aujourd'hui, je me présente comme femme leader et entrepreneur. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de vous demander d'observer une minute de silence en hommage et en honneur à toutes ces femmes, à toutes ces Amazones, à toutes ces reines qui ont lutté pour les droits des femmes et à toutes ces femmes qui continuent à faire le relais. Merci. Par le témoignage de ma petite expérience comme femme entrepreneur. Mon histoire commence en 2001. Il y a exactement 20 ans. Je sortais fraîchement diplômée en stratégie de marketing et communication de la cité collégiale d'Ottawa au Canada. Et je reviens créer ma première entreprise en RDC. Compétences acquises, fonds nécessaires, il me manquait expérience empirique et je n'avais aucune relation, zéro relation. Ignorante des étiquettes et des codes culturels de la RDC, puisque j'ai passé mon adolescence et ma première étape adulte à l'étranger. Je me lance tout de même dans la création d'une bibliothèque numérique et d'une chaîne de télévision. Alors, mon aventure commence déterminée avec la fougue de la jeunesse. Je me dis que je vais y arriver. Mais seulement, j'ignore les étapes par lesquelles il fallait passer en RDC. Je constitue une petite équipe qui ne partageait pas nécessairement ma vision. Cette équipe était là nécessairement pour pouvoir travailler et gagner le salaire, mais pas pour cogiter ensemble, contribuer et extendre la société. Alors nous allons en mission de travail à travers quelques provinces de la RDC. Nous faisons le Bandundu, nous faisons le Bas-Congo, nous allons au Kasaï oriental, Bujima et Yaoundé-Boudou. Le voyage était extrêmement exténuant. Le retour vers Kinshasa, nous prenons l'avion, Mbujimaï, Kinshasa. J'ai été fatiguée dans l'avion, tellement fatiguée que je m'endors. Subitement, je sens quelqu'un en train de me réveiller brusquement. Madame, réveillez-vous. Alors vraiment brutalement, j'ouvre les yeux, je vois un monsieur en train de hurler, furieux. Je ne comprenais pas ce qui s'est passé. J'étais en train de ronfler. Alors j'ai embêté tout le monde dans la vie. Tellement que je ronflais fortement que ça a vraiment embêté le monsieur ne supportait plus. Et là, moi je me dis, mais monsieur, qu'est-ce que j'ai fait? Il me dit, mais en plus vous demandez, vous êtes en train de ronfler, devant les hommes. Quel type de femme vous faites? Ah, mon Dieu, et là, je regarde tout le monde autour de moi. Apparemment, tout le monde était d'accord avec lui. Donc, il y avait une conspiration contre moi dans l'avion. Donc, il a pris une il faut une place là-dessus quand on va atterrir. Mais j'avais tellement sommeil, je ne pouvais pas dormir parce que je savais que je suis une ronfleuse. Même si je me rendormais, j'allais encore embêter les gens. C'était vraiment une situation très malaisante. Mais très vite, j'avais réalisé
féminine et l'extrême domination du pouvoir masculin. Des femmes autour de moi pouvaient me défendre, mais personne n'a osé. J'étais la seule, perdue. À l'époque, moi, la photo est bleue, vous voyez. Donc, du coup, ça m'avait quand même interpellée. J'avais compris comment le pouvoir dominant était un pouvoir complètement masculin. De plus, à l'époque, il faut se dire que la présence des femmes entrepreneurs dans les circuits formels était très insignifiante par rapport à la surreprésentation des hommes dans les secteurs des affaires, de quoi décourager même la fourmi la plus motivée. Donc j'étais très motivée, j'avais tout avec moi, mais seulement le milieu dans lequel je voulais évoluer était un milieu complètement masculin. Il n'y a pas des femmes qui avaient encore, qui détenaient à l'époque, en tout cas de chaîne de télévision, ou avoir une ambition telle que détenir une bibliothèque numérique. Donc en réalité, mais hélas, quelques années plus tard, mon entreprise avait fermé ses portes. J'étais persuadée, je croyais vraiment que j'avais échoué. Pourtant, au regard avec le recul, je m'étais vraiment investie, je voulais vraiment réussir. Je voulais tellement réussir qu'à l'époque, il y avait un magazine, je ne sais pas si vous vous rappelez, télévisuel, de... Comment ça s'appelait encore avec Zachary Babas, oui. Non. C'était Impact de l'idéologie. Alors, je rêvais de paraître, on parle de moi, on me voit, parce que je travaillais pour ça. Mais en réalité, les choses n'ont pas fonctionné telles que je voulais. C'est au fil du temps que j'avais commencé à réaliser que malgré le fait que mon entreprise avait fermé, et je m'étais constitué un réel carnet d'adresses. J'avais compris que malgré la fermeture, cette expérience m'avait permis d'agrandir mon agenda et aussi à fédérer plusieurs personnes autour de moi. Fort de cette expérience, en 2003, je reviens me reconvertir dans l'immobilier et dans le réseautage en créant des opportunités et en créant des cercles d'influence où j'ai mis en lien les gens et les opportunités. C'est ainsi que je me suis construit. Et j'ai construit la femme leader que vous voyez devant moi. Depuis 2003, j'avais compris comment est-ce que le jeu pouvait se jouer et je ne vis que de ça. Je ne vis que de l'immobilier et du réseautage. Alors, dans le cadre de notre échange aujourd'hui, nous allons poser quelques principes fondamentaux et allons tenter de déconstruire une culture contre-productive du leadership féminin de l'entrepreneuriat. Premièrement, retenez ceci. On ne peut pas parler de leadership sans être en relation avec les autres. On ne peut pas parler de leadership sans veiller sur les autres. On ne peut pas parler de leadership sans avoir cette capacité à influencer les autres. Très souvent, les femmes entre nous combattons. Il est impossible d'être femme leader si on ne peut pas influencer les autres à atteindre des objectifs précis. On ne peut pas devenir un réseau fort sans s'entourer d'autres femmes autour de nous. Avoir le leadership, ce n'est pas une question de titre que l'on a, ni une question de classe sociale, puisque l'on provient. C'est une question de posture. Comment on se tient face aux autres et comment on se perçoit soi-même. En résumé, avoir le leadership, c'est avoir la capacité à mener ou à conduire d'autres individus ou organisations dans le but d'atteindre certains objectifs. On dira alors qu'un leader est quelqu'un qui est capable de guider, d'influencer et d'inspirer. Vous vous rappelez du tatou-là dans l'avion qui m'avait agressé parce que je ronflais. Cet tatou-là, c'est un leader. Et malheureusement, un leader négatif. Sans lui, l'orchestre de jazz allait continuer à jouer jusqu'à la direction de jazz. Mais il a quand même eu l'initiative au nom d'un groupe de manifester ou d'interpréter un sentiment général.
Deuxièmement, on ne peut pas parler d'entrepreneuriat sans création d'entreprise. Même si on est travailleur autonome, on ne peut pas penser l'entrepreneuriat sans avoir un plan d'affaires, ni sans évoquer la grande charge de travail qui vient avec. L'entrepreneuriat, c'est notamment la créativité, la rigueur, la volonté, le courage, l'abnégation, le goût du risque, l'organisation, beaucoup d'humilité. Mais aussi, c'est de la liberté. C'est le goût du challenge et l'absence de la routine. Ainsi, le lien de ces deux concepts devient évident. Une femme entrepreneur est une femme leader. La combinaison du leadership et de l'entrepreneuriat ne peut se conjuguer au féminin sans en dégager les valeurs ajoutées. Le leadership au féminin se distingue souvent par des styles de management propres à la genre féminine. Sans tomber dans les stéréotypes, je m'excuse, une femme leader sait souvent faire preuve d'un savoir plus développé, d'un savoir-être plus développé et met de l'avance dans l'assertivité. C'est-à-dire qu'elle a la capacité d'exprimer ses sentiments et d'affirmer ses droits tout en respectant les sentiments et les droits des autres. En d'autres termes, Olivier va vous sauver. C'est très important dans l'entrepreneuriat de savoir conjuguer plusieurs capacités, mais de savoir comment faire passer l'information ou la demande. C'est un peu comme dans le mariage. Vous avez un mari très compliqué, mais vous savez comment et quand lui dire quelque chose, comment faire passer la chose. C'est exactement le même jeu ou la même aptitude qu'il faudra avoir en entrepreneuriat. Généralement, ce côté féminin d'empathie, de bienveillance, d'écoute, permet de dégager et de gagner en fait la confiance et de fédérer les gens autour de soi. Il s'est de rappeler que le leadership au féminin commence par le travail en soi, le travail sur soi. S'affirmer en tant que leader, tout en conservant son authenticité, définir son style de leadership, développer son assertivité, gagner en influence et surtout rester femme. In fine, on ne peut pas penser leadership et entrepreneuriat de la femme face à la période post-Covid-19 sans comprendre en amont les causes à effet de nos politiques sur la condition des femmes avant et pendant la Covid-19. La condition des femmes leaders et entrepreneurs féminins est simplement le reflet du manque de volonté intergénérationnelle des décideurs de pouvoir améliorer les conditions. La grande majorité des femmes entrepreneurs travaillent dans un circuit informel sans foi ni loi. Elles s'organisent autour de petits commerces de proximité, par exemple des coiffeuses, des couturières, qui évoluent dans un circuit normalisé. Elles font face aussi, de cause à effet, à l'impact négatif de cette pandémie durant cette période, car le pouvoir d'achat a drastiquement, sensiblement diminué. Alors, quelle est la solution? Dans ce cas d'espèce, des mesures d'ajustement et d'encadrement devront être implémentées en faveur de la femme entrepreneur à travers des programmes de renforcement de capacité, des formations continues qui permettront d'accroître un leadership fort dédié à la femme. Ainsi, elle pourra apprendre à mieux gérer les blocages personnels, à définir sa place dans une entreprise, à trouver le bon équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale. Bref, à adopter une véritable posture de leader, tout en assumant sa qualité d'être femme. Je plaide cependant aussi pour qu'on mette en place un fonds destiné à la femme rurale et à des programmes communautaires de proximité. Je veux raconter l'histoire d'un programme implémenté en Bolivie et au Pérou. Permettez-moi de vous le dire. Il y a un certain temps, la Bolivie, il n'y a pas très longtemps, la Bolivie était un pays
gangrénée par des conflits intercommunautaires. C'était une des populations les plus pauvres dans le monde. Mais avec la volonté politique du gouvernement de la Bolivie et du Pérou, ils ont mis en place un programme de lutte contre la pauvreté intergénérationnelle. Parce qu'ils avaient compris que depuis plusieurs générations, dans la vie rurale de la Bolivie et du Pérou, ces personnes, ces citoyens, ne continuent qu'à être pauvres de génération en génération. Soki, papa Zlaki, admettons le plus prolétaire de toute la société, de génération en génération, comme on dit souvent ici, hein, je ne minimise personne. Admettons que papa Zlaki pousse-pousseur, pousse à la pousse-roue, de génération en génération, vous avez constaté que ça restait les mêmes métiers et qu'il n'y avait pas aucune ambition de pouvoir se dépasser et de pouvoir prospérer. Alors nous mettrons en place un programme de transfert conditionné. Ils ont mis la femme comme vecteur de changement et de développement. Ce programme, en une seule génération, en moins de 25 ans, a complètement changé la dynamique de ces populations parce qu'on a mis au cœur du développement la femme rurale, la femme leader. À travers ces formations, par ricochet, ils ont formé des femmes leaders et ces femmes ont éduqué des enfants qui, en une seule génération, ont brisé ces cycles intergénérationnels de pauvreté. C'est ainsi que j'invite nos autorités à pouvoir, si pas copier un modèle tel que la Bolivie, mais en tout cas à s'inspirer. Je conclus en vous présentant la liste de 5 femmes les plus riches du monde. Elles sont toutes entrepreneurs. Françoise Bettencourt, BS, une femme française. Elle est la présidente de la holding familiale et héritière de L'Oréal. L'Oréal est l'entreprise qui fabrique les maquillages, les shampoings, les masques, tout ce que les femmes ont utilisé, les parfums. Sa fortune est estimée à 43 milliards de dollars. Elle est placée 15e personne, pas seulement femme, 15e personne la plus riche dans le monde. Il y a la fille de M. Sam Walton, elle s'appelle Alice Walton. Sam Walton, c'est le fondateur de l'entreprise Walmart. Walmart, c'est la société, c'est le géant des supermarchés. Cette femme, à elle seule, emploie près de 2,2 millions de personnes à travers 27 pays, répartis en 11 000 magasins. Imaginez une femme entrepreneur à elle seule arrive à gérer 2,2 millions d'employés. Alice Walton est la fondatrice, elle est également la fondatrice de Edlama, une société d'investissement et du musée d'art américain Crystal Bridge, situé aux États-Unis, au sud des États-Unis. Elle occupe quant à elle la 17e place des plus fortunées dans le monde. Sa fortune s'élève à 38 milliards d'euros. Nous avons Jacqueline Mars. Les chocolats Mars, nous en mangeons tous. Hein. Cette femme est une héritière d'environ un tiers de part de l'entreprise Mars Corporation, société de confiserie fondée par son grand-père. Aujourd'hui, c'est le groupe le plus grand fabricant reconnu dans le secteur agroalimentaire. Nous avons Yang Huiyan, une chinoise. Cette femme possède 57% des parts de Country Garden Holdings. Il s'agit d'un groupe immobilier classé selon Forbes parmi les 500 plus grosses entreprises de la planète. Parmi les 500 grosses entreprises de toute la planète, figure une femme qui est la propriétaire de 57% d'une entreprise immobilière. Enfin, il y a Suzanne Klatten, une Allemande, détentrice d'un peu moins de 20% du géant automobile allemand BMW. Autant pour la BMW c'est une femme qui en détient 20%. Suzanne est également propriétaire et vice-président de Atlana, un groupe pharmaceutique fondé par son grand-père. Le chiffre de vente de cette société dépasse les 2,2 milliards de dollars par année.
Cette femme est la plus riche d'Allemande et occupe la 46e place du classement des personnes les plus fortunées. Et sa fortune atteint les 18 milliards d'euros. Je pourrais parler des femmes à l'international sans parler des femmes africaines. Le top 10 des femmes les plus riches du continent africain, en ordre de croissant, il s'agirait de Isabelle de Santos, qui a 2,7 milliards de dollars, Tolorushu à la Tija, Nigeria, 1,6 milliard de dollars, Ngina Kenyatta, 1 milliard de dollars, Patricia Pokou Diaby, 720 millions de dollars, Ajiabola Chagaya, 630 millions de dollars, Thérèse Opongo Beko, 420 millions de dollars, Kate Ocho, Cameroun, 252 millions de dollars, Kate Kwarti Papafio, Ghana, 250 millions de dollars, Wandi Appelboum, Afrique du Sud, 220 millions de dollars, et enfin Wandi Akermen. J'aimerais me présenter moi-même. Moi, c'est Madame Esther Kassoudjoulou. Je suis la vice-présidente de la Ligue de jeunes de l'UDPS depuis 3 ans maintenant. Et j'assume ces fonctions comme vice-présidente de la Ligue de jeunes de l'UDPS. J'aimerais remercier le groupe, le mouvement Bonsomi, qui nous a offert cette opportunité de changer sur le thème, sur l'occasion, l'opportunité de ces mois de la femme. Et le thème qui m'a été confié de changer aujourd'hui, c'est l'implication de la femme dans la gestion de la res publica. L'implication de la femme dans la gestion de la res publica, oui, mais nous devons commencer tout d'abord à comprendre, à connaître qui est cette femme, qui est la femme. Par définition, la femme c'est d'abord un être humain, par opposé de l'homme de sexe masculin. La femme c'est une mère porteuse de vie. La femme c'est un être humain qui a des droits et des obligations et des devoirs. Et la problématique ici posée est celle d'accès aux femmes dans les structures de pouvoir et de prise de décision. Ici, nous allons plus parler du côté politique. Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont impliquées dans la scène politique? Posons-nous cette question. Est-ce que nous, femmes, nous sommes là en train d'observer de loin où nous nous impliquons dans la politique de notre pays? Ça, ce sont des questions que nous-mêmes, femmes, nous devons nous poser. Et la res publica, c'est un mot latin qui a deux concepts. Res qui veut dire chose et publica qui veut dire la République. Quand on parle de la res publica, c'est la chose de la République. On peut donner un petit exemple comme la République démocratique du Congo, c'est-à-dire la République démocratique du Congo, c'est le pays, un pays qui appartient aux Congolais que nous sommes. Donc, nous femmes, nous devons nous impliquer massivement dans la gestion de notre pays. On nous interpelle, nous femmes. Souvent, nous sommes accompagnatrices des hommes. Ce n'est pas mauvais, mais nous-mêmes, nous devons nous impliquer pour que nous soyons aussi dans la prise de décision, là où de grandes décisions de notre pays se prennent, que les femmes se retrouvent, puisque c'est important, c'est notre pays, ça nous concerne tous. J'aimerais circonscrire mon petit exposé à l'aspect politique du pouvoir, c'est-à-dire l'institution politique,
Institutions politiques, nous avons la présidence de la République, nous avons le Parlement et nous avons le gouvernement. L'objectif de mon exposé aujourd'hui, c'est d'informer et de sensibiliser et d'interpeller nous femmes que nous sommes. Il s'agit de la présidence, de ce qu'il s'agit de la présidence de la République. Il y a combien de femmes qui peuvent oser aujourd'hui de postuler comme président de la République? Posons-nous cette question. Combien? Aux élections passées, nous avons quand même pu voir une femme qui a pu challenger les autres. Marie-Josée Ifoko, connaissons tous. Mais ça ne doit pas s'arrêter là. Ça ne doit pas s'arrêter là. Nous devons prendre le courage de travailler dur et d'adhérer dans le parti politique si possible et de braver la terre pour prendre de place ou soit de postes de décision pour que nous puissions qu'on puisse parler de nous. Que cette parité tant criée, comme ça ne reste pas par des discours, tout ça, mais ça doit être effectif. Pour ce qui est du plan parlementaire, selon le résultat statistique des élections passées de 2018, au Parlement, nous n'avons que 10% de femmes qui sont des femmes députées. C'est trop peu de femmes. C'est vraiment trop peu. Pourtant, dans la société, nous femmes, nous représentons plus ou moins 60 à 65% des électeurs. C'est nous qui élisons toutes ces députés qui sont là. Mais on n'arrive pas à accepter le leadership des autres femmes politiques. On n'arrive pas à nous élire nous-mêmes. Pourquoi? Posez-nous cette question, chères dames, chères femmes que nous sommes. Et pourtant, nous avons plusieurs potentialités. Nous pouvons influencer la société, nous pouvons influencer cette jeune fille dans des universités, dans la société, partout en fait. Nous pouvons influencer. Nous devons être des femmes influencées pour que nous puissions être plus majoritaires dans les institutions de l'État. Jusque-là, aujourd'hui, nous parlons de 30% de femmes au sein du gouvernement. Ça ne doit pas s'arrêter là. On parle de parité, oui, la parité. Mais est-ce que nous faisons quoi pour que cette parité soit palpable? Nous avons vu notre président de la République, à travers ses combats, il ne cesse de le dire, il veut travailler avec les femmes. Et nous avons la chance d'avoir une première dame qui travaille dur sur ces démarches, plusieurs activités. Il parle de l'autonomisation de la femme. Nous l'avons vu dernièrement aller voir le Premier ministre pour lui demander de faire le plaidoyer pour que le 30% de femmes au sein du gouvernement soient respectées, soient égales. Mais dans le cadre de gestion de la République, on répond au bon nombre absent, nous femmes. Nous avons informé, nous avons interpellé, s'agissant de deux institutions, c'est-à-dire la République et les parlements. Nous allons maintenant parler du gouvernement. Je profite de cette opportunité pour remercier le président de la République qui a donné des postes de responsabilité, en fait, de ministères régaliens, quelques ministères régaliens. Nous avons cité Maman Toumbanzenza comme ministre des Affaires étrangères. Et nous avons aussi une dame qui est ministre de l'économie nationale. C'est pas peu, c'est vraiment grand. On ne peut que remercier le président, mais ça ne doit pas s'arrêter là. Ça doit continuer et aller encore plus grand. Voilà.
pour conclure, je ne serai pas très long. Je pense que nous, femmes, nous sommes dans la salle, nous avons des enfants, nous avons des jeunes filles, nous avons la famille autour de nous. Sensibilisons beaucoup plus nombre de jeunes, de femmes à faire de la politique. La politique de notre pays, ça nous intéresse tous. Ce n'est pas seulement fait pour les hommes, c'est aussi pour les femmes. Moi, je veux vous donner ma petite témoignage. Quand j'ai atterri à l'UDPS, c'était pas du tout facile, même pour ma famille. On sait qu'à l'UDPS, à chaque moment, il y a des manifestations, il faut faire la rue, il faut parler avec le pouvoir de Kabila passé. On sait, nous tous, on connaît l'histoire. Comment on nous matraquait sérieusement. Et si ce n'était pas facile pour les hommes, combien plus autre raison pour les femmes. Ça n'était pas facile. Mais quand on veut faire quelque chose, on va oser et ne pas d'abord voir le danger, voir le résultat qui peut engendrer après. J'ai adhéré à ce mouvement Bonsomi. C'est un mouvement réputé, mouvement des intellectuels au niveau du parti UDPS. Il n'y avait que les hommes. J'étais presque la seule femme à venir intégrer ces mouvements. Et dans le souci de se former, et c'était aussi dans le souci de voir le changement dans notre pays. Parce qu'à travers ces mouvements au sein de l'UDPS, je pouvais quand même m'exprimer facilement et faire attendre ma voix, puisque je l'aimais et je puis me battre au sein de ces mouvements et au sein de l'UDPS. Femmes que nous sommes, posons-nous des questions. Est-ce que après ces conférences, nous allons rester dans l'état où nous trouvons aujourd'hui, ou bien nous allons améliorer notre manière de faire? C'est vraiment important. Je veux demander aux hommes dans la salle, j'espère que vous êtes des hommes genrés, aidez-nous à accompagner les femmes dans plusieurs domaines, même dans nos maisons, encourager nos jeunes filles à faire la politique et à s'impliquer massivement dans la gestion de la République. Car la République nous appartient tous. La République, ce n'est pas seulement la République des hommes, c'est aussi la République des femmes que nous sommes. Alors, pour conclure mon exposé, je voudrais demander aux hommes, je le fais, de sensibiliser les femmes de mobiliser les femmes et de s'engager dans la société. Armons-nous de la connaissance, nous femmes. Je remercie les organisateurs de SOMI pour m'avoir convié à cette conférence. Et je vous remercie tous. Parce que sans votre présence, on n'allait pas parler de chaises. Merci de votre présence à ces deux. Merci. Je suis magistrat comme fonction et comme grade, je suis présidente à la Cour d'appel de Kinshasa. Il nous a été demandé avec madame de vous entretenir sur un seul sous-thème, l'implication de la femme dans la gestion des restes publics, de la chose publique. En restant dans le thème principal, l'attitude de la femme congolaise face à une société ralentie par l'avènement de la COVID-19. Nous sommes tous, sans ignorer, ce que COVID-19 a créé dans notre pays et continue à créer. Il y a eu des pleurs, mais dans l'espoir, nous nous sommes dit que nous devons continuer la vie et la vie doit continuer, on ne peut pas s'arrêter à cause de la COVID-19. Nous sommes tous suffisamment informés parce qu'après moi, j'ai vu dans le programme qu'il y aurait quelqu'un qui va intervenir. Nous sommes tous et nous serons encore une fois de plus informés sur les gestes barrières
à garder et à observer compte tenu des Covid-19. Mais en dehors de ce geste de barrière, nous avons aussi des lois qui nous régissent comme des Congolais et Congolaises. La promotion de la femme, il y a Stéphane qui était le représentant résident de Comrade au bureau de Kinshasa en RDC, avait soutenu ce qui suit. La promotion de la femme et l'égalité homme-femme sont un aspect des droits humains, une condition de la justice sociale, le développement véritable, CV intégral, c'est-à-dire une amélioration des conditions d'existence dans tous les secteurs de la vie. Dans tous les secteurs, il n'y a aucun secteur qui échappe au sujet que nous sommes en train de parler aujourd'hui. À l'époque, l'histoire nous rappelle que dans toutes les sociétés et à toute époque, hommes et femmes ont apporté et continuent à apporter leur pierre dans la construction, l'accomplissement et au développement individuel de la communauté. Le développement fondamental de la société ne peut avoir lieu qu'avec la participation des hommes et des femmes. Nous tous, nous devons participer au développement de notre pays. Nous devons participer. Et comment participer? C'est là où se pose le problème. Nous devons participer par nos efforts intellectuels. Mais il se pose un problème que nous devons résoudre au cours de cette conférence débat. Nous sommes ici pour nous sensibiliser entre nous et nous interpeller nous-mêmes de ce que nous devons faire pour participer à la gestion de notre pays. Et la femme doit prendre ses responsabilités. En République démocratique du Congo, il y a la Constitution elle-même, qui est la loi fondamentale de notre pays. La Constitution du 18 février 2006 a réaffirmé, la RDC a réaffirmé son adhésion et son attachement à la Déclaration universelle des droits de l'homme, à la Charte africaine des droits de l'homme et du peuple, aux conventions des Nations Unies sur les droits de la femme, particulièrement à l'objectif de la parité des représentations hommes-femmes au sein des institutions du pays, ainsi qu'aux instruments juridiques internationaux relatifs à la protection et à la promotion des droits humains. Et lié au Constitution d'ambition et la loi fondamentale de cannabis. Il y a un moment où il faut reconnaître la parité. La parité, ce n'est pas 30%, la parité, ce n'est pas 10%. C'est 50-50. On parle de la parité, on parle de 50%. On parle de 50-50, c'est-à-dire la femme 50%, l'homme 50%. Et sur le terme de la Constitution, on a mis sur l'article 13, 14, 15. On donne la position par la parité dans l'égalité des chances et des opportunités entre Congolais et Congolaises et Congolais, dans la solidarité, dans la complémentarité et les partenariats. Mais pas si, à l'époque, nos droits étaient ignorés. La femme avait comme, ce que la femme devait faire, c'était une mère, une femme de ménage. Donc on commençait à jouer à boire. S'occuper du ménage, au tabana, pour éduquer bana. Donc c'était uniquement ça. Mais actuellement, avec la voix de la femme, c'était élevé. Makaboumi a changé. Moi, c'est Nyos. Si vous avez appelé à Bengami, à côté de la gestion, il y a beaucoup de cannabis.
Tous la difficulté, problème, il y a un éco, dans la gestion en au moment où nous ne voulons pas nous instruire, nous sommes aussi là-bas, mais toi-même tu peux t'instruire. Toi-même tu peux t'instruire. Moi, j'ai appris l'ordinateur chez moi à la maison. Je me suis dit, comme je vois les gens en train de rédiger, écrire sur moi, moi aussi je dois le faire. Et aujourd'hui je le fais. Nous-mêmes, nous devons nous instruire. Il ne faut pas attendre que l'homme vienne te dire non, va t'instruire pour que tu donnes un poste. Non, maman. C'est toi de faire un effort. Parce que les gens, non, mais il faut s'instruire. Quand on a acheté, modératrice, ma Denise, une femme qui a eu son diplôme de son père. Moi, je suis dans l'habilité, parce qu'aujourd'hui, ou d'abord, après de mon père m'appeler à un poste dans ce pays et je ne saurais pas le faire. Pourquoi? Parce que je ne suis pas instruite. Alors, nous devons nous instruire. Pour m'instruire, moi, je suis là, mes soeurs sont là. Je suis en train de féliciter les organisatrices et les organisateurs, tous en général. Il y a conférence pour nous permettre de changer. Instruisons-nous. À ce moment où les dames, quand tu t'instruis même l'informatique, ça ne compte pas l'âge. Et l'âge. On s'instruise parce que l'instruction est très indispensable. À ce qui concerne les lois, il y a des lois en République démocratique qui protègent la femme. Hier, je parlais avec la vice-présidente de la présidente. Hier, quand nous étions à mon bureau, on discutait je parlais sur les lois qui protègent la femme congolaise. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Je lui avais dit, si elle m'avait prévenu bien avant, j'allais prélever toutes ces lois-là. Mais j'ai été pris à pied levé. Elle avait choisi quelqu'un, une autre dame, et c'est cette dame-là qui l'a envoyée chez moi parce qu'elle était indisposée, elle ne pouvait pas répondre à cette invitation. Alors comme moi, comme je suis ponctuelle, je vais la bureau pour appuyer, la Bible n'a pas obtenu la gagne, il y a un bon allié. Mais je n'ai pas eu suffisamment de temps. Pour mon expérience, j'ai 27 ans de carrière comme magistrat. Je ne m'étais pas découragé quelque part pour dire pourquoi seulement les hommes, pourquoi les hommes, pourquoi les hommes. Dans la bandit magistrature, j'étais toute jeune, je sortais de l'université. À l'âge de 23 ans, j'ai commencé à prester. Sur le cas, j'étais mince comme ça. Pourquoi tu m'étais quoi à ça, magistrat? On a continué à marcher après comme ça, affecté comme substitut du procureur de la République au parquet de grande instance à Haïti. C'est là où j'ai commencé. Parce qu'après l'université, j'ai fait les barreaux, on a continué comme avocate. Après, j'étais au moment où on a presté comme avocate, après les prestations d'enseignement, on me nomme magistrat à Kinshasa. J'ai fini l'université, ma famille vivait à Kananga, je suis allé chez mes parents. J'apprendrai à partir des cas dans je suis nommé magistrat. Parce qu'à l'époque, nous, quand on finissait les dossiers, ce n'était pas, il n'y avait pas beaucoup de magistrats. Le dossier Nanga et moi, je vais chez mes parents en Kananga. À Kananga, on a vu qu'on lit à profond de Kakaboye, j'aime mieux que je commence à faire quelque chose, on a continué à faire la parole. Dans la salle d'apprêter serment, on m'apprendra que, même si la décision, je suis nommé magistrat et affecté dans la partie à grande instance de Djili comme substitut du procureur. Bon, je suis venu à Kinshasa. La partie pour ça, dans Djili, quelques temps après, je suis affecté même grade dans la partie à grande instance. C'était en 1994. J'ai commencé à prester. Naïe na Matete, on a évolué 5 ans après Matete, comme substitut du procureur, on me verse la siège, la première juge. Juge on a bâti dans tribunal, et paix à titre. Au-delà de paix de Djili, on a sali 7 ans. C'est-à-dire, compter 7 ans, on a trippé Djili. Dans 5 ans, on a Matete, ça faisait 12 ans, sans promotion. Alors que les privés, on a pu se lever après 3 ans, c'est promotion, promotion, alors 12 ans. On a pour décourager. Mais je m'étais dit qu'un jour, on continue, un jour, on a pour m'attaquer. Attends, vous pouvez dire que vous avez un je vous encourage de persévérer. Ne vous découragez pas. Persévérer. Ceux qui sont aux politiques, battez-vous un jour. Beaucoup m'a député un jour, beaucoup m'a sénateur un jour, beaucoup m'a bossé, ça passe toujours comme ça. Alors
Après les 12 ans là, lorsque j'ai passé 12 ans, on me nomme président du tribunal des pays. Le tribunal des pays va finir à Kisangani. Femme mariée. Quand on va donner par contre à Kinshasa, il y aura un problème. Il faut accepter des fois que oui, il y a qui est quand même, mais on va le win, il y a le comprendre que des naïfs parce que je sais que tu vas revenir. Je suis parti à Kisangani. À Kisangani, dans salle 4 ans, comme président du tribunal des pays, il y a Kaboul. Je vous jure, mes soeurs, j'ai trouvé ce tribunal de Kouya, organisé si, donc j'ai trouvé ça à Kisangani. Je suis allée, j'ai demandé ce que tu sois, j'ai dit je saurais, je suis allée, j'allais, je revenais, j'allais, je revenais. Un jour, quand on avait intervention de Rosala à Bouye, les gens sur le violence sexuelle, je suis allée, il y a Monique Borbo, les Nations Unies avaient organisé une conférence sur le violence sexuelle. Je suis allée, dans l'intervention en Haïti, ces gens ont compris qu'il fallait soutenir moi, Simsikazi. Ils m'ont soutenu pour la réalité du tribunal de paix à Congo. Ils m'ont donné personnellement, madame, réhabilité tribunal. Dans la salle du salon, ils sont venus, j'ai des photos, ils sont venus inaugurer. Les Nations Unies sont là, ils ont inauguré. Après, on vient m'affecter maintenant. Je suis venu en congé à Kinshasa. Je me suis reposé un mois de congé, je suis retourné à Kisangani. Après, je suis en 94, 99, on me fait partie de Kisangani. À 2009, on m'a fait partie de Kisangani comme président, bâtiment dans la Kisangani, là-bas Congo, comme président de Soussou. À 99. Au lieu de Kisangani à Kinshasa, on m'a là-bas Congo. Dans le pays là-bas Congo. Dans le tribunal de paix à Matimba, j'ai fait 4 ans là-bas. Dans ces 4 ans pour Matimba, j'ai travaillé, mais le tribunal des ajustes sur la Kisangani, j'ai travaillé 4 ans. Naturellement, pour décourager, j'ai persévéré, je me suis dit, je me disais toujours, un jour, j'ai persévéré. J'ai fait 4 ans. Après 4 ans comme président du tribunal, quand je dis président, c'est comme président du tribunal des pays. C'est maintenant qu'on va me ramener la Kisangani, on a cours d'appel. Comme conseiller à la cour d'appel. Maintenant, au moins, si la persévérance, vous écoutez et présider à la cour d'appel comme conseiller. Dans la cour d'appel, il y a Matetiawa, dans la cour d'appel, il y a Bobé, et puis après, j'ai été élevé pour présidente à la cour d'appel. On avait fixé les lobbies. Et je suis sûr que le lobby, j'arriverai à la haute cour. Pourquoi? Parce que j'ai été instruite, j'ai été formée et j'ai fait mon travail. Normalement, quand on change ça, je ne dis pas au nom aujourd'hui. Vous savez, les problèmes avec les femmes, des fois, aux gens on t'appelle, on est à l'hôpital. Papa fait la à l'hôpital. Et l'homme aussi doit comprendre que ceux qui vont faire ça, papa peut faire dans l'hôpital, maman fait de l'hôpital. Papa. Parce que nous, on a chance dans le travail, il y a des gens qui s'acceptent au travail. Et les gens nous observent. Ce n'est pas, la qualité, ce n'est pas un cadeau. Ce n'est pas un cadeau. Nous devons comprendre que ce n'est pas un cadeau. On va nous offrir, ou bien sur un plateau, maman, sur un plateau, il y a un goyo, au cadeau. Nous devons lutter et nous faire montre de nos connaissances. Parce qu'il y a des femmes intelligentes, il y a des femmes qui connaissent les matières. Pour la qui se récoyer, puis pour le papier sur poste. Confier mon niga, de combattre mon niga, moi citer. Lorsqu'une femme est élevée, vous devez l'applaudir. Applaudissez la femme qui est élevée. Applaudissez-moi, ça a été élevé. À partir de moi, souvent, peut-être, c'est un canal pour voir. Peut-être que ça fait des plaidoyers là-bas, pour occuper ma poste là-bas. Donc, de combattre personne. Aujourd'hui, je suis présidente à la cour d'appel de la Bombay. Je me réjouis de ce poste. Et avec l'avènement de notre actuel président, nous allons continuer.
lui, il est là pour promouvoir les droits de la femme. Dans la condition, c'est des femmes dynamiques, capables. Et soyez capables, je vais demander aux mamans de laisser les filles étudier, donc tu vas avoir la gratuité. Comment on dit gratuité? Beaucoup de mamans n'ont pas de souffle. Mais la gratuité, tu n'as pas d'école d'attendre. Moi, d'attendre, yo maman. Forme-toi, il n'y a pas d'âge. Pourquoi les papas me malades de 100 ans parce que votre vrai papa traite de lire un journal, tu m'as compris, même s'il est devenu un vieux, mais à son temps. Mais yo maman, pourquoi tu ne peux pas le faire? Là où tu es, là tu es leadership. Ce qu'on fait là, ce qu'on fait là, tu es leadership. La COVID-19, et ça agit beaucoup. Partout nous devons faire. Nous devons faire, il faut qu'on fasse quoi? Nous devons sensibiliser notre entourage. Parce qu'il y a des gens qui pensent que cette maladie n'existe pas. Comme moi aussi, j'ai pensé que ça n'existait pas. Mais lorsque ça a frappé ma maison, j'ai compris que ça existe. Et moi, au début, j'avais pris toutes les précautions. Cette maladie ne frappe pas frapper ma maison à partir de ça. Mais j'ai pris toutes les précautions. Maman, il va se faire ma geste barrière, tout ça, j'ai vérifié ça. Mais il n'est pas interdit de profiter des amis. Par place, nous travaillons, on se protège et continuons dans la lutte. Je suis venu ici, c'est la sensibilisation. Ici, c'est l'interpellation. Et puis, prise de responsabilité, conscience de la vie, comme nous avons dit ça, les mamans, prenons conscience. Parce que pour graver ces échelons, pour ne pas présidente à la cour d'appel, il faut autant de place. Pour que nous j'allais tout faire pour que nous ayons place au tangi, au coco. Si pas aujourd'hui, on va être mais dit-on, est-ce que nous rater que éduquer les hommes, c'est éduquer une nation? Il y a au moins des faux salles, au cours de la chose publique. Parce que la confiance humaine, de l'État peut suivre ce temps, a besoin de confiance. A besoin de confiance. Alors les mamans, ne lâchez pas les pères. Marchons ensemble, suivons les pas du guide pour marcher tout les zones. Vous voyez que vous avez le procès de la télévision. Vous avez vu le premier président de la Cour à côté du premier président. Il était là. Il faut aussi prendre les hommes. Mais lui aussi fait promouvoir les femmes. Il y a quoi qui va voir le non. Et les gens voient que moi aussi, je suis dans le bras de chef de l'État. Je vais promouvoir la femme. La femme est aussi intelligente. La femme est intelligente. Elle a toutes les capacités qu'elle a. Alors je vous rappelle que la parité, c'est 50-50. C'est que je suis très contente, je suis très satisfaite. Je remercie l'équipe organisatrice. Pourquoi? Parce que j'ai été en fait l'une de femmes qui a lutté la COVID-19. Donc je peux me présenter clairement. Je suis aujourd'hui la responsable de la planification, l'administration pour ce qui est de la prise en charge COVID nationale dans le pays. Aujourd'hui, je suis très satisfaite parce que depuis que la COVID a commencé, je n'ai pas eu le temps, en fait, ni l'occasion de changer avec les femmes qui sont hors mon domaine. Donc, je y ai parcouru plusieurs provinces pour sensibiliser les femmes, mais c'était plus les femmes personnel soignant. Aujourd'hui, je suis face maintenant aux femmes qui sont en dehors de ma profession et je suis satisfaite. Alors, avant de parler de la COVID-19, je veux d'abord remercier le président de la République pour cet accompagnement. Il a vraiment accompagné la population pendant cette pandémie à COVID-19. Et moi, étant également une femme qui évolue comme secrétaire général adjoint au collectif de médecins de l'IDPES, nous avions été aussi au four au moulin pour accompagner le chef de l'État afin que cette pandémie qui a terrassé tout le pays au monde puisse avoir une solution en République démocratique du Congo. Alors, qu'est-ce que la COVID-19? La COVID-19 est une maladie comme toute autre maladie. Mais la particularité qui fait qu'aujourd'hui que tout le monde soit en fait qu'il y ait cette panique, c'est parce que c'est une pandémie. Et je pense que la majorité des gens quand on parle de pandémie ne comprennent pas en fait la quintessence du problème. C'est-à-dire une pandémie, c'est une maladie comme toute autre maladie
mais qui a comme particularité, ça touche tout le monde. Donc aujourd'hui, le monde entier est terrassé par cette Covid-19. C'est comme ça qu'aujourd'hui, vous voyez en France, aux États-Unis, le monde des scientifiques sont en train de chercher comment vaincre cette maladie. C'est une maladie en dehors du fait qu'elle touche toute la société, tout le monde, mais la particularité, c'est que c'est une maladie qui a un taux de contamination qui est très élevé. C'est-à-dire, si je peux parler scientifiquement, une personne qui a la Covid, une seule personne peut contaminer jusqu'à 4 personnes. Vous voyez que c'est une maladie qui se contamine plus rapidement. Alors, l'autre particularité avec la Covid, c'est que, à la différence d'Ebola, je parle d'Ebola parce que c'est une maladie qui sévit aujourd'hui, je pense que ceux qui connaissent, actuellement nous avons également l'épidémie d'Ebola au niveau de l'est du pays, à Butembo. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'avec l'Ebola, on se contamine quand nous avons des symptômes, avec tout ce qui est souillé. Mais la différence avec Covid, c'est que la Covid, moi je peux avoir Covid, je ne présente aucun signe, mais je contamine mon entourage. Ça, c'est une particularité. Et c'est comme ça que la Covid essaie un peu de faire paniquer tout le monde, parce qu'on ne sait pas le contrôler, c'est sûr. Parce que quand dès que je suis là, je peux caler à l'hôpital, ou bien je peux me plaindre si je présente des symptômes, bien des signes. Quand je ne me présente pas, je ne me plains pas parce que moi je me dis que je ne suis pas malade. Mais je la Covid et je suis en train de contaminer. Ça, c'était l'une des particularités. Et ces virus, comme nous le savons tous, ça a commencé au mois de décembre en Chine et aujourd'hui, ça a touché tout le pays. Et ce qui concerne l'RDC, aujourd'hui, nous sommes déjà à 23 provinces touchées. Et on ne sait pas dans le jour qui vient si on aura toutes les provinces qui seront touchées. Et pendant cette pandémie, qu'est-ce que nous avons remarqué au départ? Au départ, la maladie n'avait que 3 symptômes que tout le monde connaissait. La fièvre, la toux et la fatigue. Mais avec l'évolution, la maladie a changé de forme. C'est-à-dire qu'il y a une particularité que la majorité des gens peut-être parmi nous ont développé et ils n'ont pas pu reconnaître que c'était la Covid. Aujourd'hui, la Covid a des signes pathognomoniques, c'est-à-dire le signe qui peut à la fois, qu'on peut dire facilement que tu peux faire le test Covid. C'est l'absence de l'odorat, c'est-à-dire une personne qui sent plus l'odeur, et on a l'absence du goût. En dehors de la fièvre, de la toux et de la fatigue. C'est-à-dire que les malades Covid développent une absence du goût. C'est-à-dire que tu peux prendre tout ce que tu veux. Quand tu mets, ta langue ne reconnaîtra rien. Et chez les scientifiques actuels, ce qui me fait rire parfois, que je veux vous faire aussi rire, c'est qu'ils disent que si vous voulez comprendre que vous avez Covid, il y a un test qui est simple. Vous prenez votre doigt, vous mettez dans votre anus, moi je suis médecin, je n'ai pas honte, vous mettez dans votre anus et quand vous le ramenez au niveau du nez, vous n'allez rien sentir comme odeur. C'est pour dire que l'odeur que l'homme a au niveau de l'anus est tellement fort qu'on les sent. Mais chez vous, vous n'allez pas sentir ça. Simplement pourquoi? Parce que nous n'avons plus la capacité de développer le sens de l'eau. Et ces symptômes-là, je pense qu'il y a eu des gens qui se sont plaints de ça. Et quand je parle, il y a des gens qui sont dans l'entourage, qui peuvent me dire aujourd'hui dans leur entourage, il y a des gens qui ont vécu ça. Parfois, c'était la Covid aussi. Alors, mais la gravité dans ça, c'est quoi? C'est que la Covid, comme on le dit, tout le monde, il y a des gens qui ont développé la Covid, c'était passagers, ils sont guéris, effectivement. La majorité des gens qui ont développé la Covid ont eu à avoir des signes régressés. Mais étant humain, étant scientifique, nous devions protéger toutes les couches sociales de la population. Tout le monde est d'accord avec moi. C'est-à-dire que parmi les gens qui ont réussi à s'en sortir, il y a aussi ceux qui sont morts. Et ce qui me fait toujours mal, c'est que la première personne à mourir de Covid
En RDC, c'était un médecin. Vous comprenez? Un médecin qui est parti et c'était le premier décès enregistré en RDC de Covid. Pour dire que la Covid n'a peur de personne. Il y a des présidents de la République qui sont partis à cause de la Covid. Okay? Il y a des ministres dans notre pays, il y a des députés. Et hier, on venait d'enterrer un de députés. Vous voyez que la Covid peut toucher tout le monde. Mais pourquoi la Covid tue? La Covid tue nous, on a toujours dit, au fait, dans notre commission, prise en charge Covid, on dit toujours que la Covid, c'est la femme la plus jalouse du monde. Pourquoi? Parce que la Covid, quand elle vient dans ton corps et qu'elle trouve que ces corps-là, il y avait déjà d'autres personnes, d'autres femmes qui avaient siégé, elle préfère que vous tous vous le perdez, que vous perdez ces corps. En quelque sorte, ce que je voulais dire, c'est que la Covid n'aime pas de rivalité. C'est-à-dire, quand elle vient dans ton corps, qu'elle se retrouve seule comme maladie, une fois qu'elle arrive et qu'elle trouve qu'il y a d'autres maladies qui l'empêchent de jouir de votre corps, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, c'est une peur, et à la fin de compte, pour elle, il faut que vous tous vous perdiez ces corps. Si je posais la question aujourd'hui, combien parmi nous ont eu cette initiative de se réveiller le matin pour aller faire un check-up, pour savoir quel est l'état de leur santé? Je dirais peut-être personne. Là, c'est mon groupe, mais moi aussi, je fais partie de ces personnes. Combien parmi vous ont eu la chance, bien on se réveille le matin, il est dit, est-ce que par rapport à mon âge, je peux développer le diabète? Bon, et que j'essaie d'aller faire un examen pour voir si je suis diabétique. Qui parmi nous? Il y a des gens qui le font. Alors, qui parmi nous a eu déjà ce devoir de voir s'il a des cancers? Il y a quelques gens. Donc, c'est-à-dire que si je vois la proportion de personnes qui soulèvent leurs mains pour dire les examens qu'ils ont déjà eu à faire, je pense que c'est une proportion insignifiante. Et c'est ça la population congolaise. La population congolaise n'a pas cette culture de savoir ou bien d'objectiver leur état de santé, de voir quel est mon état de santé. Et qu'est-ce qui se passe quand ces personnes-là sont en contact avec quelqu'un qui est congolais, on fait de Covid-19 une maladie, je ne sais pas, mystérieuse? C'est-à-dire tu peux être à la maison avec ton mari, il a Covid-19, mais il ne sait même pas dire à sa femme. Oui, là, je suis vraiment sérieuse. Hein? Il y a des malades de couple qui ne voulaient même pas que leur partenaire sache qu'il a Covid. Alors, qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis là, je suis jeune. Parce que nous, le jeune, avec la Covid, ça passe parce que, pourquoi simplement? Parce que le jeune, on suppose que votre organisme est encore fort, votre immunité est encore forte et que vous pouvez faire face à des maladies. Mais je suis chez moi avec une maman, ma maman par exemple, qui a l'hypertension, qui a le diabète, qui a je ne sais pas quelle maladie. C'est-à-dire que moi, étant malade Covid, qui est asymptomatique, c'est-à-dire que je ne développe pas les signes, je ne me connais même pas malade, qu'est-ce que je fais? Une fois en contact avec ma maman, je la contamine. Et elle, comme elle a déjà un âge avancé, donc elle n'a plus cette immunité que moi j'ai, et comme elle a déjà des problèmes de maladies liés aussi parfois à l'âge, comme nous au Congo, on mange n'importe quoi, peut-être lié à l'alimentation, elle a développé un diabète, puis une hypertension, qu'est-ce qui arrive après? Bon, c'est une maman qui développe la maladie et elle présente des signes graves de la maladie. Entre autres, le problème de respiration. Okay? C'est une maman qui présente le problème de respiration, on va à l'hôpital et puis c'est une maman qui part. Alors pourquoi nous devons nous protéger? C'est pour protéger ceux qui sont faibles. Étant humains, nous devons protéger ceux qui sont faibles. Nous, le jeune, nous devons protéger nos parents qui sont déjà en âge avancé. Les gens qui ont déjà souffert de Covid vous diront que c'est une très mauvaise maladie. Ce n'est pas facile.
Et aujourd'hui, en RDC, nous avons un souci parce que notre système de santé n'est pas un système de santé fort pour supporter le poids de cette maladie. Même les États-Unis où tout le monde court pour aller se faire soigner, aux États-Unis, ils n'ont pas pu supporter le poids de Covid. Et on ne sait pas aujourd'hui si aujourd'hui vous développez la Covid, si vous allez vous en sortir ou pas. D'où il faut se protéger. Ce qu'on nous demande simplement, aujourd'hui je suis dans cette salle, là je vais vraiment compter, s'il faut que je compte sur l'organisation, moi vraiment je vous donnerai vraiment 10 sur 100. Je suis dans une salle où il n'y a pas de masque, il y a quelques personnes qui ont le masque. On parle de la Covid, il y a quelques personnes qui ont le masque. Ça prouve même que parmi nous dans cette salle, on ne connaît même pas encore quelle est la gravité, quels sont les risques que nous courons. Ce qu'on nous demande, c'est juste de porter nos masques. Tout ce qu'on nous demande, c'est juste d'avoir comme désinfectant de vous laver le main. La distanciation, même la façon que nous nous sommes assis aujourd'hui dans cette salle, je ne sais pas si je dois parler de la distanciation, mais si on avait de masque, on pouvait encore tolérer. Les gens qui disent, mais comment qu'est-ce qui fait qu'on ait Covid? Ce sont en fait des gouttelettes de salive. Et ces gouttelettes-là ne peuvent être libérées que si on ouvre notre bouche et on articule notre langue. Vous trouverez qu'aujourd'hui, si on regarde dans les statistiques, parce que moi j'ai eu au fait, nous avions initié à l'époque un audit de décès qu'on a fait dans 3 provinces, c'est-à-dire le Nord, le Sud et Kinshasa. Vous allez trouver que les femmes ne représentent pas un grand nombre de décès de Covid. Là, je vous informe, une femme et un homme, ce sont les hommes qui meurent plus de Covid que de femmes. Mais ce qui sera choquant peut-être, c'est que les femmes, ce sont des gens qui fréquentent plus les institutions hospitalières que les hommes. De par d'abord leur profession, ce sont les travailleurs, le personnel soignant, la grande quantité et la grande proportion sont des femmes. Tout le monde est d'accord avec moi, c'est-à-dire que nous sommes plus dans les institutions hospitalières. Mais en dehors de ça, ce qui est encore de particularité, c'est que la femme, partant de son existence, parce que la différence entre les hommes et la femme, ce sont les organes génitaux. Ok? Nous sommes tous humains. Un humain, c'est quelqu'un qui a la capacité de raisonner. Nous raisonnons tous, mais la seule différence, c'est que moi j'ai un utérus et l'homme n'en a pas. Ok? Moi j'ai des ovaires et lui il a des testicules. C'est la simple différence. À un moment donné, le monde avec Broca voulait dire que la femme est inférieure à l'homme parce que la femme a un petit polype de cerveau que l'homme, avec une différence de 181 grammes. Mais après, on a eu à voir que le petit volume de la femme n'était pas parce qu'elle avait des cellules nerveuses moins que l'homme. Okay? C'est simplement parce que notre reproduction... Madame Elisabeth Tomba, présidente nationale de la Ligue de femmes de Haute Vision du Congo. Alors, ma première question va aborder aussi le thème qui a été soulevé au premier panel, mais je vais chuter chez Madame Huguette Kasuluku. Donc, Kasukula, Esther, excusez-moi, je n'ai pas fait exprès. Donc, Madame Lisette qui est partie, non, je commence par le premier. Madame Lisette qui est partie a parlé de la solution par rapport au leadership, l'entrepreneuriat féminin. Donc, elle a dit des mesures d'accompagnement pour accroître les capacités de la femme. Oui, il y a des organisations, il y a des structures hors gouvernement qui ont des programmes pour renforcer les capacités des femmes. Nous mettons ça en place. Mais il n'y a pas, ça ne suffit pas. Ces organismes-là ne peuvent pas traduire ça en loi. Et heureusement que nous avons notre maman Yvette qui est là, qui a bien parlé, maman magistrate. Et pour revenir chez maman Kasukulu, c'est ça? Esther, elle a parlé de la participation des femmes en politique. Alors, ce que moi j'aimerais dire, pour mettre toutes ces
mesures que nous élaborons dans des conférences, ça prend du temps parce que nous savons que chez nous, il y a une lenteur administrative. Alors, comme nous avons des femmes en politique que nous représentons dans le Parlement, qui sont dans le gouvernement, est-ce qu'il n'y a pas moyen que pendant ce genre de conférences, qu'ils prennent nos préoccupations et qu'ils essaient d'aller accélérer les choses pour que les choses puissent prendre de l'élan? Bon, merci monsieur qui est intervenu tout à l'heure et madame Esther, vous avez parlé de la qualité et de la qualification. Si on va aujourd'hui au Parlement, est-ce que ça s'applique aussi aux hommes qui sont au Parlement, même certains qui sont au gouvernement? C'est vrai que nous, parce qu'on est victime des discriminations, des injustices, on doit fournir plus d'efforts que les hommes parce qu'on doit être qualifié, il faut qu'il y ait la qualité. Je ne suis pas contre l'éducation, d'ailleurs c'est la base même pour que plus tard notre lutte, nous puissions gagner, nous puissions avoir des victoires. Mais ça doit être aussi la même chose pour les hommes. Moi je suis sûre que si on va au Parlement, il y a aussi des hommes qui n'ont pas de qualifications. Donc, mais quand on arrive chez la femme, ça c'est une exigence. Voilà, j'aimerais intervenir par là, mais parce qu'on a parlé de l'entrepreneuriat. C'est vrai qu'il y a des solutions, il y a des résolutions, il y a des formations, il y a des structures qui sont mises en place là avec l'arrivée de la technologie numérique. On a vu avec cette crise Covid, les personnes qui n'utilisaient pas Internet, qui ne voulaient pas utiliser les réseaux sociaux, ont été contraintes d'une manière ou d'une autre. Et je suis sûre qu'il y a des associations, des entreprises qui ont ce programme de renforcement de capacité pour les femmes. Et nous, les organisations comme Bansomi et autres, nous allons diriger les femmes concernées vers ces structures-là. Mais parlant de l'entrepreneuriat, est-ce qu'on ne rencontre pas des difficultés par rapport aux lois, par rapport au gouvernement, ou l'intervention du gouvernement, l'accompagnement des autorités dans ce sens-là? Je suis conseillère à l'Assemblée nationale, conseillère diplomatique. Je souhaite poser la question au docteur concernant la Covid qui nous concerne tous. Ma question, docteur, c'est de savoir pourquoi le taux de contamination est faible en Afrique par rapport à l'Europe. Est-ce que c'est parce que, comme on entend dans les réseaux sociaux, c'est parce qu'en Europe il fait plus froid et chez nous il fait plus chaud? Ou alors nous avons développé, nous en tant qu'Africains, des molécules qui nous protègent contre la Covid-19? Et ma deuxième question, c'est celle-ci, c'est de savoir si on est atteint de Covid, combien de fois on peut la contacter encore? Est-ce qu'une fois qu'on l'a contactée, on ne peut plus la voir? Ce sont les deux questions que je veux faire. Ma question, c'est pas au niveau de l'environnement, c'est de la femme. Vous avez parlé de l'emploi de la femme. Nous avons remarqué au niveau de l'Europe, les femmes sont respectées. Par contre, en Afrique, les femmes ne sont pas respectées. Souvent, les femmes sont tabassées par leur mari au niveau du foyer. Vous avez parlé de la loi. Est-ce qu'il y a une probabilité d'arrêter ces hommes-là? Les maladies, donc il y a encore des études qui sont en train d'être menées. Mais nous, au niveau du pays, les gens qui ont eu à développer la Covid, il y a des examens que nous sommes en train de faire. Il y a un médecin qui est en train de s'évaluer dans le sud même, comme Kogai, qui a développé en fait la Covid depuis le mois de juin passé, juin 2020. Mais jusqu'aujourd'hui, en évaluant ces anticorps, il a toujours des anticorps. Mais étant donné que le pays n'a pas encore initié une telle étude, donc si je peux dire, c'est qu'on a eu aussi des cas de réinfection. Donc à Kinshasa, il y a des malades qui ont été sortis après avoir été guéris, mais qui sont rentrés après 8 mois qui ont développé la maladie. Alors il faut une étude peut-être approfondie pour savoir est-ce que ces cas de réinfection-là étaient dus à quelle circonstance, et pourquoi il y a d'autres personnes qui ont développé la Covid continuent à garder des anticorps. Aujourd'hui, on est en train aussi de mettre avec la corrélation entre les groupes sanguins. Là, je n'ai pas voulu trop parler de ça parce que c'est encore des études. On suppose que les gens qui ont le groupe sanguin haut, donc 0, auront
du pays, mais la majorité des décès enregistrés en RDC, ce sont des décès que nous détectons la Covid à la mort, ou soit quand la personne vient déjà à l'hôpital dans un temps grave. Donc il y a encore des gens qui développent la maladie, qui sont cachés dans les maisons, qui meurent de la Covid sans même qu'on s'en rende compte. Vous voulez aujourd'hui donner parole aux femmes congolaises, aux femmes qui ont mérité, aux femmes qui nous ont accompagnés, aux femmes qui ont fait qu'aujourd'hui la République démocratique du Congo soit dans la paix, puisque vous avez bien conseillé les papas, vous avez bien conseillé les enfants, et voilà que nous sommes dans la paix. Mais je voudrais d'abord dire qui sommes-nous, qui est Banso. C'est aujourd'hui dans la Banso, en français, les affranchis. C'est un mouvement qui a été créé il y a beaucoup d'années déjà par un groupe d'étudiants qui s'est revendiqué des étudiants membres des lits de presse. Ils se disaient que nous devons travailler pour la nation, mais dans quel cas on doit aider la nation? C'est ainsi que les étudiants qui étaient organisés dans un mouvement des étudiants des lits de presse, ils ont pensé organiser un mouvement que nous appelons le mouvement étudiantin des lits de presse qui regroupait toutes les universités de la République démocratique du Congo. Et le mouvement était essentiellement basé à Kinshasa, puisque c'est là que nous avons commencé. Avec le temps, nous nous sommes transformés en mouvement Bansoni, un mouvement qui parle de la politique, un mouvement qui parle du développement, un mouvement qui parle aussi de l'aspect social, la rôle de la femme, qu'est-ce que la femme doit jouer dans la société. C'est que de votre rapport, c'est ainsi que l'activité d'aujourd'hui part dans le cadre des objectifs de Bansoni, promouvoir, encadrer, informer, sensibiliser la femme congolaise. Nous sommes un mouvement qui s'intéresse de la politique, mais qui est essentiellement rattaché à l'île de presse. La journée d'aujourd'hui, c'était pour faire l'ouverture. Nous avions commencé, il n'y avait pas de femmes dans le mouvement. C'était un mouvement, disons, purement homme. Mais pendant tous ces temps de difficultés, il y a eu des femmes qui se sont distinguées, qui parfois aujourd'hui, je voudrais vous le présenter, nous en avons eu que deux, et nous sommes arrivés aujourd'hui à voir quelques femmes. C'est pourquoi je demande aux femmes Banso ici sont là, de se tenir quand même debout, puisque ce n'était pas facile dans un groupe où il y avait des gens. Cette femme que vous voyez, c'est la vice-présidente de l'équipe des jeunes de l'île de presse, qui dans son a réalité, elle est encore trop jeune, aujourd'hui elle est très affinée, une grande dame. Banso dit, vous remerciez de votre appareil, des madames hier que vous voyez, qu'elle reçoit des remerciements plus particuliers, parce qu'elle est la présidente des comités d'organisation. C'est elle qui a organisé les visites à Moula. Rester la nuit de jour, suivre des gens, faire des appels, nous amener tous les orateurs, tous les oratrices, ça n'a pas été facile, madame, au nom des Bansoni, nous vous remercions. Il y a aussi madame Stella que je vois qu'elle est là de vous. Mais pour vous dire que les femmes sont là, nos femmes sont notre femme, nous sommes un mouvement qui travaille pour l'intérêt général, en appeler la femme pour vous accompagner. Ce mouvement ici a des risques que nous pouvons citer aujourd'hui. Le mouvement a évité des jeunes étudiants qui, parfois aujourd'hui, les autres sont devenus des ministres. Comme nous pouvons parler du ministre du Tourisme qui est représenté ici par madame, qui vient présenter le et il est à côté de notre ministre, pensons que c'est elle qui est notre premier représentant et qui possède l'excellence. Donc aujourd'hui, Bansoni reçoit, comme madame était là, nous avions pris de nouveaux numéros par les listes de présence. À chaque fois qu'il y a qualité de Bansoni, on pourra vous contacter. Nous vous remercions d'être venus et nous restons ouverts après ici pour répondre à toutes les questions qu'on peut répondre dans le cadre de Bansoni.
J'ai gardé les femmes. C'est d'abord la sensibilisation, l'interpellation et la prise de conscience. Les femmes doivent prendre conscience, laisser les enfants aller à l'école parce qu'il y a la gratuité, et puis se protéger contre le coronavirus parce que c'est une maladie réelle qui existe. C'est une maladie qui existe. Et puis la femme, pour accéder à la chose publique, elle doit être instruite. La femme ne doit pas seulement rester à la maison, dire non, et commencer à envier les autres à dire je dois s'instruire parce que l'instruction, c'est pour tout le monde. Ne dit-on pas qu'éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. C'est-à-dire la nation, c'est la femme. Quand on dit ça, c'est-à-dire qu'on voit la femme à travers la nation. La femme doit accéder aussi à la chose publique. Parce que la Constitution, elle est elle-même. La Constitution, notre Constitution de la République démocratique du Congo de 2006, quand vous lisez l'article 14, 13, 14 et 15, on parle de la parité. C'est-à-dire la femme doit accéder à la chose publique. La femme doit travailler, la femme doit s'instruire. Nous sommes venus sensibiliser la femme pour qu'elle prenne conscience de sa situation. Et là, je ne pas croire que cette parité là sur un plateau. Une femme qu'il faut à la place qu'il faut. C'est toujours de conférence en conférence. Oui, que ça, et puis je dis aux femmes que ça se limite seulement, voyez les mois de la femme. Que ça se limite pas seulement au port de pagne. Et puis après les mois de la femme, les mois de mars, c'est fini, les femmes oublient tout. Tout ce qui s'est passé aujourd'hui ici, ça sera oublié les mois prochains. Ça sera oublié les mois prochains. Moi je souhaite à ce que ceci puisse continuer de temps en temps. Il faut réunir les femmes. Les réunir, les sensibiliser. C'est ce qu'ils doivent faire sur leurs droits. Ils sont violatés à l'Est et nous sommes de cœur avec eux. Ils ne pensent pas que nous qui sommes à Kinshasa, nous nous réjouissons de leur situation. C'est pourquoi nous demandons que la justice soit faite. Et la justice sera faite. Parce que nous sommes dans un état de droit. Les chefs de l'État ne cessent de prôner l'état de droit. La justice sera faite. Là, je n'ai pas de justice et Salema. Chef de l'État, il m'a dit état de droit. C'est-à-dire état de droit, les zones, justice et Salema contre. La justice sera faite. Et Salema. Ce que ça a mis les lotés, nous sommes sûrs.